Dans un instant, vous allez entendre le romancier Adrien Bosc, auteur du livre Colonne, paru chez Stock, collection La Bleue, lors d'une rencontre enregistrée le 24 juin 2022, à l'occasion du festival de littérature Le Marathon des mots. Adrien Bosc a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2014 pour son premier roman Constellation. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci, Adrien, merci d'être là. Vous nous faites l'amitié de venir. C'est la troisième fois que vous venez pour le troisième roman. Donc Constellation, Capitaine et maintenant Colonne. On commence à bien comprendre maintenant que les livres obéissent à une suite logique. Alors est-ce que c'est de la fin d'une trilogie? Mais ça, vous nous direz ça peut-être un peu plus tard. En tout cas, on remarque que tous les livres commencent sur un seul mot qui commence toujours par la lettre C. Ça va peut-être être l'objet de la première question. Maintenant qu'il n'y a plus de hasard possible, qu'est-ce qui motive ces liens qu'on peut faire d'un livre à l'autre? Peut-être pour rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Constellation se passait en 1949 autour de du crack d'un avion, voilà, qui avait à son bord Marcel Cerdan, voilà. Voilà, Ginette Neveu. Capitaine, c'était le capitaine Paul Lemaire, hein, le prénom est bon ce coup-ci, qui part en 1941 de Marseille pour aller jusqu'en Martinique, merci, oh, excusez-moi. Et donc là, on était en 41, là on remonte encore un petit peu, puisque Colonne va nous amener dans les années 36, autour de Georges Bernanos et de Simone Veil dans l'Espagne de la guerre civile. Alors, donc on revient sur cette idée des C qui initie tous les titres. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi d'être ici chez les Amis L'Ombre Blanche et c'est toujours sincèrement une joie d'être dans cette librairie qui est quand même pour tous, je pense, tous les écrivains et lecteurs, espèce de phare, donc c'est toujours très agréable, j'en parlais. Voilà, tous ceux qui le découvrent sont toujours à ce point étonnés, émerveillés. Et c'est une joie d'être à Toulouse et que vous m'invitiez à chacun des livres parce que de fait, on peut tisser effectivement les liens qui se sont dessinés sciemment entre les trois livres parce que c'était un projet de cycle d'emblée, un projet de cycle en 3 livres. Alors, il est évident que peut-être sur le premier Constellation, il m'apparaissait un peu, comment dire, très présomptueux et un peu grandiloquent d'arriver en disant bon, bah, voilà, c'est mon premier roman, puis il y a un cycle qui se dessine et d'arriver avec une espèce de totalité voilà, avec forcément en plus le risque de ne pas aller au bout, le risque peut-être, mais de fait, l'idée était là et les 2 livres finalement étaient là, le premier et le dernier. Ce qui était le plus sûr, le plus décidé, c'était Constellation et c'était Colonne. Et finalement, Capitaine s'est plus reprécisé, a un peu dévié et est allé s'arrimer, s'attraper le capitaine Paul Lemaire de ce bateau. Parce que ce qui gouverne à ces 3 livres, ces 3 façons, au-delà de ces C qui se sont peu à peu imposées comme l'idée de traverser, enfin même si on l'entend jusque dans la sonorité, mais de 3 traversées dans le temps, 3 traversées qui sont une façon non pas uniquement de travailler un transport, de faire le récit d'un transport ou de raconter, mais d'utiliser ce moyen, ce passage d'un lieu à un autre, cette temporalité qui est presque théâtrale, qui est une unité de lieu, une unité de temps, si vous voulez, pour travailler à faire varier ce que j'appelle des communautés provisoires. Des gens qui sont réunis à un moment sans se connaître avant, et qui sont comme des précipités d'une époque, comme une sorte d'image arrêtée aussi d'un moment. Et presque par défi, mais parce que ça m'apparaissait comme plus, plus intéressant à l'écrire, j'ai souhaité que ça soit à l'inverse de la chronologie, qu'on redescende d'une certaine manière.
qu'on aille de 1949, de l'immédiat après-guerre, de cette espèce de félicité, mais qui est tragique dans le sens du Constellation, puisque c'est voilà, ce espèce d'optimisme à tout crin, mais sans prescience du désastre qui est le leur, mais qui est un désastre de cet avion-là, de ce fait divers, jusqu'à l'immédiat avant-guerre et jusqu'aux préparatifs, d'une certaine manière, de cette Seconde Guerre mondiale. De fait, tous les personnages ont eu à voir, ont préparé, se sont trouvés dans cette situation avant-guerre et après-guerre également, pris dans cette séquence qui n'est pas la séquence qu'on nous désigne 39-45, mais qui est la séquence plus logique pour une vie qui traverse ces événements, qui est de l'immédiat avant-guerre jusqu'à son après-guerre et de tout ce qu'on traverse pendant cette période-là. Et donc je savais d'une certaine manière que des personnages, des événements, des personnages reviendraient dans ces communautés, que certains seraient comme des guides, seraient comme des personnages parfois secondaires, comme passant derrière, comme en coulisses, passant au fond de la scène, et à d'autres livres seraient au premier plan. Et c'est le cas de Simone Weil, qui, au tout début de Capitaine, est là, et parce que c'est attesté, parce que elle est, et c'est Lévi-Strauss qui le note dans Triste Tropique, c'est Victor Serge également dans son journal. Ils disent, je crois que c'est Victor Serge qui dit Simone Weil et sa pèlerine Loden au loin, désignant au moment du départ du bateau, Simone Weil qui est sur le quai, qui est juste en face, lors du départ. Moi, ça avait été comme une sorte de moment qui était venu aussi rendre absolument nécessaire le projet, enfin dans mon esprit, comme si chacun était comme une sorte de relais entre les livres. Et comme je disais, communauté provisoire, c'est parce que ces communautés sont une manière de faire varier des destins, de raconter à chaque fois des personnages extrêmement différents qui sont des personnages très différents et sans fascination pour ceux qui pourraient de prime abord briller davantage. De considérer que par exemple pour Constellation c'était évidemment que Cerdan était dedans et que d'une certaine manière il avait transformé presque malgré lui le fait divers en une sorte de métonymie de son nom, c'est-à-dire c'était l'avion dans lequel est mort Marcel Cerdan, on disait presque plus le nom de ce crash, mais ce qui m'importait c'était de raconter le destin de Neveu, mais de raconter le destin des bergers basques qui se trouvaient dans l'avion, du directeur commercial de Disney, qui était une sorte de type étonnant, qui est Kamen, mais une bobineuse à Mulhouse. Et c'était de raconter tous ces destins, non pas seulement pour, si vous voulez, l'inventaire que ça représente, mais parce que c'est une manière pour moi de sonder à travers ces destins quelque chose qui me paraît profond et me paraît un peu une obsession, mais qui peut être commune à chacun, qui est pourquoi on prend un avion plutôt qu'un autre, pourquoi on prend à droite plutôt qu'à gauche, pourquoi on en arrive à prendre des décisions malgré nous, qui ont certaines conséquences. C'était une citation au début de Constellation qui résumait tout ça, et qui était en exergue, qui était de Tabouki, qui dit la combinaison de quelques mots suffit parfois à orienter notre vie. Et cette phrase était la phrase du roman parce ça peut être la combinaison de quelques gestes, de quelques mots, mais on a tous dans notre vie une combinaison de quelques mots. Et je voulais le sonder à travers cette multiplicité de personnages comme une sorte de variante. Et pour aller un peu, pour pas rester sur Constellation, l'idée c'était d'utiliser presque cette expérience et de la multiplier sur ces communautés et cette réunion, mais de manière différente. Là où Constellation était sur le hasard pur, sur ce qu'on a appelé, les surréalistes ont appelé le hasard objectif, ce qu'on peut appeler la fatalité, ce qu'on peut appeler la prédestination, qui sont des choses très différentes, mais qui, de fait, la synchronicité, et qui donc traduisent quelque chose du hasard et de la surprise de la réunion. Capitaine était assez différent en un sens, puisque c'était la réunion par la nécessité. Parce que des passagers, malgré certains exilés économiques, il y en avait quelques-uns, la plupart étaient des réprouvés de la France de Vichy, des Juifs, des étrangers, des Allemands, des gens de l'Est, des républicains espagnols déjà, qui étaient en train de fuir un régime qui, de fait, les amenait
concrètement vers la mort. Donc la réunion était d'une certaine manière moins hasardeuse. Elle était mue par une nécessité du fait d'être acculé au port à Marseille, mais du sauvetage de la réunion par le péril. Et la dernière, et je m'arrêterai là, qui nous réunit, Colonne, c'est presque l'exact inverse de Constellation, c'est l'engagement. C'est la réunion de ce groupe international dans lequel ce groupe international qui réunit des gens très divers, des nationalités nombreuses, mais aussi Simone Veil, lors de la guerre d'Espagne, mais qui est là motivé, mu par l'engagement et donc par la décision. Et c'est là où c'est évidemment qu'ils ne se connaissent pas et que le hasard a toujours sa place, puisque des rencontres se font, des retrouvailles se font également, puisque Simone Veil y retrouve 2 camarades qu'elle avait connus lors des grèves d'occupation de 1936, mais c'est surtout, disons, la décision et qu'est-ce que l'engagement, surtout à une époque qui, je dirais pas délaisse l'engagement, mais a dévidé le mot de sa réalité ou de sa force. Alors avant de prolonger un peu sur cette question d'engagement, parce qu'effectivement c'est ce qui est à l'œuvre et qui motive aussi la galerie de portraits, même s'il y a, moi, il m'a semblé à la deuxième lecture une évidence qui m'a sauté beaucoup plus au visage qu'à la première lecture, c'est la dualité avec Bernanos, qui finalement l'emporte à la fin du livre. Mais avant ça, et avant de parler de la galerie de portraits, ce qui est à l'œuvre aussi dans chacun des trois textes, c'est le travail que fait le romancier dans le roman, dans le récit, les étiquettes, on s'en fiche un peu, mais sur l'absence de traces. Et c'est ça aussi, c'est à chaque fois, que ce soit l'avion, que ce soit le bateau, que ce soit là, ce sont des moments qui sont construits par l'histoire littéraire, par l'histoire intellectuelle après coup, mais sur lequel vous, en tant qu'écrivain, vous n'avez pas ou peu de traces écrites ou orales qu'il vous faut reconstruire. Oui, dans les 3 cas, c'est un point aveugle. En tout cas, c'est cette idée que le roman, le récit, la matière d'écriture peut, en tout cas, plus peut-être prendre sa place, prendre sa liberté dans ce qui est de l'ordre du point aveugle. Et pour être précis, évidemment que dans le premier livre, Constellation, le temps qui est celui de cette traversée en avion, de cette escale aux Açores, on connaît l'avant, on a les photos à Orly, on a les photos du départ, on sait les placements à peu près des personnages dans l'avion. On sait après coup les causes exactes, même si elles ne le sont pas immédiatement, les raisons objectifs de ce crash, quelles ont été les erreurs qui ont été commises, ou quel lieu les secours, mais il y a ce temps qui est comment on dirait, une rupture de son, une rupture d'image, surtout à cette époque, où eh bien, on peut se glisser. Alors, il ne s'agit pas de reconstitution fictive, ça c'est quelque chose qui me dérange. Donc, par exemple, dans Constellation, c'est comme un moment où les personnages, on les quitte au moment où presque ils sont dedans, mais on raconte leur destin à chaque fois, et c'est presque le cheminement de l'avion qui est raconté au fur et à mesure et qui alterne avec les personnages. Là où c'était très important, cette question de la trace, c'est dans Capitaine, puisque je me glisse et je m'autorise vraiment ce livre, parce qu'il y a une quantité d'écrits, de relations de voyageurs qui ont raconté leur traversée, qui nous permettent, comme l'on ferait une enquête d'une certaine manière, de recouper des informations au fur et à mesure, de savoir quel jour, quelle escale, quel endroit, comment ça se passe, qui a dit quoi, et comme si c'était des points de vue dans le bateau qui nous donnent une image de plus en plus nette de la traversée, mais pour autant, c'était un moment sans image, un moment presque à l'abri. C'est ce que je disais, dans un siècle d'images, presque à l'abri de l'image. Et pourtant, il y avait cette matière un petit peu à fantasme, là, qui était d'imaginer que dans ce bateau se trouvait André Breton, Claude Lévi-Strauss, se trouvait alors un Claude Lévi-Strauss qui n'était pas qui était un anonyme, puisqu'il n'avait pas encore écrit ses livres et qu'il revenait du Brésil, qu'il repartait, mais qu'il n'avait pas encore... c'était plus un chercheur, mais il n'était pas encore l'auteur des structures élémentaires de la parenté. Il l'avait en
en chemin, disons. Mais sur ce bateau se trouvait Anna Segers, se trouvait quantité de personnes importantes, mais il se trouvait également une photographe importante qui est Germaine Krull, qui est vraiment la photographe des années 30, documentaire, qui invente aussi, je trouve, quelque chose. Et Germaine Krull, je me rappelle en écrivant le livre, je me plongeais dans l'écriture et dans les archives et dans les écrits de Germaine Krull, il y avait une phrase qui était presque un défi pour l'écriture. Elle racontait qu'elle avait pris des photos de cette traversée, mais qu'elle les avait toutes détruites. C'était une phrase un peu comme ça, lancée, presque, je ne sais pas, c'était étonnant et même peu compréhensible et comme un défi pour la recherche, comme un défi pour l'enquête. Se dire, c'est bizarre quand même qu'elle ait détruit ces photos. Elle dit, en plus, elle a une phrase un peu étrange. Elle dit une telle honte ne devrait pas rester sur un pays. J'ai détruit toutes les photos parce qu'elle avait fait des photos de la traversée, mais elle avait fait aussi des photos, puisque on le disait tout à l'heure, le bateau s'arrête en Martinique, mais ensuite les bateaux, d'autres bateaux partent. Pour ceux qui partent au Mexique, ceux qui partent aux États-Unis, ceux qui partent en Amérique du Sud, un peu plus bas. Et Germaine Krull, elle part vers le Brésil et s'arrête à travers un bateau qui est le bateau du courrier au bagne de Cayenne. Et elle va photographier le bagne quelques années après Londres et presque documenter à ce moment-là le bagne. Et donc je pense clairement c'est ce qu'elle dit à propos de la faute d'un pays et que rien ne devrait rester de cette faute-là. Et j'en étais resté là, si vous voulez, en me disant je ferai l'enquête et l'enquête sera menée et peut-être qu'au bout, mais comme dans Constellation, il y avait une histoire de violon perdu sur l'île de Ginette Neveu. Et je m'étais dit, bon, bah, peut-être qu'en retraçant, mais alors là, c'était un peu plus la blague. Et dans le cas de Capitaine, ça s'est avéré tout à fait vrai, c'est-à-dire que ça m'a permis d'écrire un livre entier presque à l'abri de l'image. Et je pense que c'était l'autorisation que je me donnais. À mon sens, si les images avaient été là, je ne l'aurais sans doute pas écrit. Presque, elles m'auraient empêché d'une certaine manière. Ça n'est pas impossible, mais disons que ce n'était pas dans le projet. Et c'est à la fin, et c'est pour ça que le livre a un peu une forme un peu différente des autres, où il y a une sorte d'ouverture sur cette absence d'image et de fermeture du livre, sur le fait qu'au bout de l'écriture, par un hasard de vérification, je tombe sur une phrase mais on est venu d'ailleurs en parler à la Cinémathèque, une phrase dans un livre d'Olivier Assayas où il dit « Mon père était de cette traversée ». Et mon père était très proche de Germaine Krull et il a continué le voyage avec elle et ils se sont perdus et des années après ils se sont retrouvés et j'ai dans une armoire quantité de photos et donc j'ai écrit un mail en me disant bon bah peut-être que et ça avait été absolument incroyable parce que vous avez écrit un livre entier puis d'un coup il y a une sorte, c'est très différent mais vous avez une sorte de il y avait un album entier où j'ai regardé comme ça l'ensemble des photos, mais des photos étonnantes, puisqu'il était question de cette traversée et de leur quotidien jusqu'à ce moment qui me paraissait comme un moment imaginaire, presque irréel, qui était ce qu'ils appelaient la fête de Neptune, le passage de l'équateur, où il y a une grande fête, comme une sorte de carnaval sur le bateau. Alors là, une sorte de fête photographiée par Krull, et ça a fini au point où cette quête s'est terminée en exposition, puisqu'on en a fait, on a pu éditer ces photos qui ne l'avaient jamais été avant et en faire une exposition. Donc c'était presque... Et pour sans trop me perdre là dans les digressions, mais ce qui est au cœur de ces traces dont tu parles, c'est une vraie, disons, cohérence entre les trois livres, qui est cette idée de la permanence des objets et de certains objets ou de certains mots ou de comment quelques traces du passé qui n'auraient pas dû nous parvenir viennent d'une certaine manière réactiver dans un autre passé ou dans notre présent quelque chose de ce moment. Et c'était le cas pour un morceau de violon qui réactivait totalement l'histoire du Constellation, mais là c'est le cas pour cette lettre de Bernanos qui pour moi est au cœur du livre et qui est effectivement la trace qui revient, puisque dans Colonne, ce qui est au cœur du livre et ce qui est à la naissance du livre, c'est cette lettre qu'écrit Simone Weil en revenant d'Espagne, après avoir lu Les grands cimetières sous la lune de Bernanos, qui est l'une des premières grandes dénonciations, en tout cas y compris par un écrivain venu de l'autre bord
sur son propre camp d'une certaine manière et qui est un brûlot anti-franquiste, anti-phalangiste et qui est le premier texte d'importance. Et à la suite de sa lecture, elle écrira à Bernanos. Et c'est pas tant, même si la lettre est magnifique, cette lettre, que le fait qu'il ne lui réponde pas, mais qu'il la garde sur lui le restant de ses jours et qu'on la retrouve dans son portefeuille, le portefeuille de Bernanos, à sa mort, comme une sorte de symbole qu'elle avait tant d'importance pour lui qu'elle devait être toujours sur lui. En même temps, il ne lui répond pas parce que en 1937, quand elle écrit la lettre à Bernanos, Simone Veil n'est pas publiée, elle n'est pas... alors Simone Veil n'a jamais... Elle n'a pas la stature, elle n'a pas la reconnaissance. Elle était quand même connue du milieu intellectuel, oui. Elle publiait dans de nombreuses revues. D'accord. Ce qui est intéressant avec l'œuvre de Simone Veil, c'est que c'est une œuvre qui a été construite post-mortem d'une certaine manière, puisque la plupart des textes ont été publiés soit dans des revues, soit dans les fameux cahiers qui ont donné lieu soit à une reconstruction, mais qui n'a pas non plus qui a pas tordu le sens des textes de Simone Veil, mais la reconstruction qui est La pesanteur et la grâce, qui est à partir des cahiers, mais aussi des textes totalement aboutis qui ont été publiés après-guerre par Camus, comme L'Enracinement par exemple. Mais ces textes avant n'ont pas été publiés, sinon dans des revues. Je ne sais pas si absolument il était au fait, mais par exemple, si on revient à Capitaine, Lévi-Strauss la connaît alors comme condisciple, mais Serge la connaît, d'autres la connaissent, et par exemple, elle collabore au Cahier du Sud, à la revue à Marseille en 1941. Elle a cet échange avec Bousquet, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui compte, mais je pense qu'il ne lui répond pas pour plusieurs raisons. Peut-être parce que la lettre n'attend pas tant une réponse. Enfin, il y a une sorte d'appel, mais ça paraît difficile même pour lui, mais aussi parce que cette lettre aurait pu ne pas lui parvenir à Bernanos, aussi parce que c'est exactement le moment où il va partir pour le Brésil, en passant avant par le Paraguay, et qu'il va s'exiler le temps de la guerre, revenir après-guerre. Et donc, pendant ce temps-là, il aurait pu lui écrire, mais je pense qu'il y a à la fois ce choix de ne pas écrire, puis le fait qu'il y a vraiment c'est presque au dernier moment qu'il reçoit cette lettre, ça se joue à 15 jours, un mois dans les dates. Après, oui, probablement que la garder sur lui jusqu'à sa mort, c'est aussi une très belle forme de réponse, quoi. C'est pour cette raison à la fois que je souhaitais que la lettre soit mise telle qu'elle dans le livre et qu'elle serve presque de pivot entre deux moments, entre le récit de la guerre d'Espagne de Simone Veil et puis les lignes parallèles qui se dessinent entre Simone Veil, Bernanos, leur proximité même géographique dans la guerre d'Espagne, le fait qu'elle va être à un moment de la guerre d'Espagne en convalescence à Sitges et que lui sera juste en face à Majorque et que ce qu'il voit, la déroute républicaine et l'acharnement des troupes phalangistes et des troupes italiennes, elle voit les survivants de cette expédition revenir. C'est comme s'il y avait une sorte de passage d'une vision à l'autre, d'un même événement. Mais tu as raison, et c'est pour ça que je le mettais dans le livre, et c'est ce qui m'émeut aussi. Sa lettre m'émeut dans celle de Simone Veil, dans ce qu'elle dégage, dans la façon qu'elle a de décrire sa guerre, dans les mots qu'elle emploie, mais aussi la réponse qui est, je te rejoins, une réponse de Bernanos, le fait qu'il la garde sur lui et qu'on retrouve uniquement ces deux lettres dans son portefeuille me paraît peut-être l'amitié, disons l'affinité lective la plus forte et celle qui est dessinée jusque dans la mort. Parce qu'en définitive, donc, effectivement, ce sont deux tempéraments complètement inverses, Bernanos et Simone Veil, deux façons. Alors, ce qui pourrait les unir, c'est ce que tu écris au tout début, hein, vraiment dans les premières pages, écrire, penser, agir sont une seule et même chose. On voit bien qu'effectivement, c'est le cas pour Simone Veil, c'est le cas aussi pour Bernanos, écrire et agir, et penser, évidemment, qui fait mais il y a un formidable respect venant de Simone Veil dans la lettre qu'elle lui écrit,
Et je crois que de fait, s'il l'a gardé sur lui, c'est qu'il y a un très grand respect pour la lettre qu'il a lue. Oui, et parce que qui a vécu cette guerre ou qui a été meurtri ou a traversé la guerre d'Espagne et lit Les grands cimetières sous la lune, il trouve, je pense, la lumière crue et la réalité et la dénonciation qu'il attend. Et, et c'est pas pour rien non plus que ce parallèle c'est pas le seul livre qui fait le parallèle avec Bernanos, puisque Lydie Salver, lorsqu'elle a écrit Pas pleurer, a découvert finalement, et petite fille de républicain, s'est trouvée aussi dans le texte de Bernanos. Et c'est bien, non pas qu'il soit un transfuge d'un camp à un autre, c'est pas tant cette idée, c'est le fait qu'il soit à ce point, disons, guidé par un chemin de vérité, une sorte de ligne de crête, que venant réellement du camp le plus à droite, le camp phalangiste, et à Majorque, c'est réellement ce qu'il voit. C'est-à-dire que il faut savoir que Bernanos s'installe à Majorque à cette époque-là, à un moment avant la guerre d'Espagne, et il voit en Majorque une sorte de terre idyllique pour écrire et là vivre. Sans trop de frais, parce que c'est quelqu'un qui, depuis qu'il a arrêté et qu'il s'est consacré entièrement à l'écriture, est aussi totalement accaparé par des soucis constants d'argent. C'est quelque chose qui revient, y compris dans sa correspondance avec ses éditeurs, au point où même son éditeur à l'époque, c'est Plomb, non pas le mensualise, mais lui le paye à la page. Et l'oblige d'une certaine manière à faire une sorte de livre noir, enfin de roman noir, qui est un crime, mais qui va détourner de son genre initial au point où l'éditeur ne s'y retrouvera pas, disons, dans l'ambition, comme on dirait maintenant, commerciale du livre. Donc un peu désarçonné lorsqu'il reçoit un crime qui est un dévoiement volontaire du genre. Mais donc c'est quelqu'un qui est non pas obsédé par l'argent, mais qui a une inadaptation aussi de fait à la vie et à la gestion même, et qui se retrouve souvent démuni et donc imagine dans un plan un peu idéalisé qu'à Majorque, là, il pourra totalement écrire et subvenir aux besoins de sa famille, à la tribu Bernanos, puisqu'ils sont assez nombreux. Et donc s'installe, et les premiers mois sont assez heureux. Il vit entre l'écriture, où il écrit dans certains bars, dans certains cafés, et son autre bonheur qui est sa moto, et donc il sillonne l'île sur sa moto. Et presque l'histoire va le rattraper, c'est-à-dire qu'au moment où il connaît aussi la félicité littéraire, puisque c'est l'écriture du journal d'un curé de campagne, mais c'est aussi le sacre d'une certaine manière, la célébration enfin de son œuvre, puisqu'il reçoit à la fois un grand prix, mais reçoit aussi le très grand succès. Et c'est exactement au moment où il se voit couronné, donc de ce grand prix de l'Académie pour Journal d'un curé de campagne, que 2 jours après, la guerre civile débute. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est rattrapé par l'histoire et qui croit se trouver une sorte d'asile, de se trouver une sorte de terre hors des conflits, hors des pressions diverses, y compris financières, et qui se trouve pris malgré lui dans à la fois le Front populaire avant, le mouvement quelques mois avant, et qui ne le voit clairement pas d'un bon œil et se rapproche plutôt des mouvements phalangistes. Et lorsque la guerre civile débute, il est clairement du côté phalangiste, au point où son fils lui-même va s'engager volontaire et devenir milicien phalangiste et être d'ailleurs un jeune soldat et participer à certaines opérations. Mais au bout de quelques mois et même quelques semaines, il va assister au règlement de compte, il va assister au massacre des Républicains, au massacre de certains villages. Et c'est là où je pense que c'est un phare et que c'est quelqu'un qui tient, comme je le disais, ce territoire de vérité. C'est qu'il va s'éloigner de son camp, il va s'éloigner au point de dénoncer son camp, parce que il a comme seul aiguillon la justice et sa justice à lui, et qu'il y voit des atrocités, et donc il se sait l'obligation de les dénoncer. Et donc c'est ce grand texte qui est d'abord écrit sous forme de feuilleton,
qu'il livre dans un journal et qui deviendra Les Grands Cimetières sous la Lune. Donc forcément, si vous voulez, d'une certaine manière, quand Simone Veil, et c'est quelques temps après son retour d'Espagne, qui elle-même a vécu une guerre d'Espagne contrastée, compliquée, qui elle-même croit ou a traversé des moments où elle a vu son camp, d'une certaine manière, être corrompu par la force, par la violence, eh bien, va voir d'une certaine manière un mouvement parallèle, identique, non pas évidemment un relativisme de Kant qui dirait que mais de voir qu'il était possible, en tout cas, et qu'il était souhaitable d'avoir cette position de vérité et d'y voir d'une certaine manière un frère en écriture. Et c'est ce qu'elle lui dit en lui racontant sa guerre depuis d'autres tranchées et depuis d'autres lieux. Au fond, c'est un même regard, une même posture de pacifiste, en définitive. Parce que c'est très évident chez Simone Veil, elle est profondément pacifiste. Alors, je pense que Bernanos y vient après Les Grands Cimetières sous la Lune, mais voilà, le pacifisme est dans les deux camps. Bernanos, c'est compliqué parce que Bernanos, c'est aussi peut-être plus exalté au début, oui. Et peut-être plus profondément empreint aussi de ce qui est aussi l'autre versant de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire que c'est aussi une guerre de religion, d'une certaine manière, et qu'il y voit une Europe, il y a une sorte de vision un peu messianique comme ça au début, et y compris de son propre fils lorsqu'il s'engage, une sorte de fierté immense. Il désigne son fils comme un chevalier. Enfin, il y a des termes qui sont ceux de Bernanos et qui sont aussi liés à la mystique. Par contre, Simone Veil, et c'est le trajet qui m'intéressait aussi dans ce livre, on parlait tout à l'heure de l'engagement, part en pacifiste, est une pacifiste convaincue, est une élève d'Alain et d'une certaine manière été éduquée, a été portée par les idées d'un pacifisme d'après la Première Guerre mondiale et d'un pacifisme qu'on pourrait dire forcené. Mais pour autant, elle décide que elle ne peut rester, et elle a ce mot qui revient à deux, trois endroits, qui revient dans sa correspondance, qui revient dans ses propres textes. Elle dit qu'elle ne peut supporter la position de l'arrière. Et je pense que c'est une phrase qui forcément résonne plus encore actuellement, mais qui dit quelque chose qui n'est pas belligérant, qui n'est pas va-t-en-guerre, qui dit simplement « il est plus insupportable de rester ici que d'être là-bas ». En tout cas pour elle, que de subir les comptes rendus, que de se dire que le fascisme l'emporte, de se dire que les massacres ont lieu, que peut-être, même dans l'inutilité, même dans l'engagement vain, il vaut mieux être là-bas, assister, voir, et d'ailleurs avec une vision pour elle, là où tu rappelais, disons, cette profonde conviction qu'agir, que penser, écrire sont une seule et même chose, mais finalement qui n'est pas si fréquent. C'est quelque chose qu'elle va dénoncer chez ceux dont elle voit les duplicités quand elle est en Espagne et qu'elle voit ceux qu'elle désigne comme des reporters de bistrot ou des écrivains de terrasse, c'est-à-dire ceux qui attendent les nouvelles du front, qui sont à Barcelone ou à certains endroits et qui vont faire le récit de la guerre, à la différence peut-être d'elle et de Orwell, qui s'engagent pleinement et qui écriront peut-être les plus beaux textes. Simone Veil, c'est des bribes de textes très forts, et Orwell, c'est peut-être le texte le plus juste sur la réalité de la guerre, y compris du dénuement des troupes, de l'ennui, de l'attente, de la violence, et qui reste, y compris quand on parle avec des Espagnols, le texte qu'ils considèrent comme le plus juste d'un étranger, parce qu'il y a eu beaucoup de textes qui ont romantisé ou qui ont grandiloquents et qui ont été, disons, des visions un peu justement calquées ou étrangères sur un conflit. Oui, il y a Chavez Nogales aussi, ce journaliste. Mais après, il y a ça qui ressort aussi très bien dans Colonne, c'est que c'est une construction. On a une vision de la guerre civile espagnole qui est un prélude à la Seconde Guerre mondiale. Alors, en tout cas,
Tu disais une guerre de religion, oui, et c'est aussi un affrontement presque civilisationnel de deux forces en présence. Je veux dire, les forces rouges d'un côté, avec tout ce qu'il y aura comme anarches, comme communistes, et les forces réactionnaires de l'autre, qui seront aussi en partie ce qui va être à l'œuvre dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, Bah, quand je dis c'est une guerre de religion, c'est aussi par la structuration même de la société espagnole, le poids de l'Église et ce qu'a représenté le poids de la réaction aussi du côté de l'Église. Mais c'est aussi, et c'est ce que je souhaitais raconter dans ce livre-là, c'est ce début de la guerre d'Espagne où tout est possible et où aussi, ça n'est pas que l'affrontement, mais c'est aussi le moment du grand soir ou le moment d'un espoir possible pour, par exemple, et c'est tel que l'a désigné dans un livre Heisenberger, mais qui est le bref été de l'anarchie. C'est très exactement ce moment, et c'est d'ailleurs le mouvement dans lequel va s'engager Simone Veil, puisqu'elle fait partie du groupe international et des colonnes anarchistes, et qu'elle sera au sein de la colonne d'Urruti, au plus proche des combats près de Saragosse, puisque tout se joue à Saragosse. En tout cas, pas tout se joue en Espagne, mais pour la colonne d'Urruti, puisqu'il s'agit en tout cas de libérer Saragosse, qui est l'une des villes d'importance, disons, qui est tombée immédiatement et qui est tombée du côté réactionnaire, avec les massacres aussi et de républicains et d'anarchistes et de tout mouvement de gauche à ce moment-là, et de sauver aussi ceux qui peuvent encore être sauvés. Donc c'est cette colonne qui fonce vers Saragosse et va se trouver arrêtée à quelques dizaines de kilomètres de la ville, et où l'épicentre des combats va se jouer autour de l'Èbre et d'une partie du fleuve et sur chaque rive. Et elle est vraiment au plus près des combats, où ce que l'on sent, c'est pas seulement l'affrontement, disons, évidemment idéologique, mais c'est aussi la possibilité de création d'une société dans la guerre. Donc c'est la collectivisation, c'est aussi la proximité avec certains habitants, c'est ce qui peut se créer dans les combats, mais ce qui peut se créer aussi comme société utopique. Et c'est quand même quelque chose qui travaille profondément chacun, puisqu'ils sont forts de leur engagement, forts de leur théorie. Ils voient en acte ce qu'ils ont théorisé, ce qu'ils ont espéré, et donc aussi se pose la question de la structuration même des colonnes, la structuration même des gouvernements, et c'est, disons, ce moment bref et idéalisé aussi dans l'histoire des possibilités ouvertes. Ça, on le voit beaucoup au travers de cette espèce d'énergie qui les anime tous. Hein. Et c'est là qu'on vient à la galerie de portraits qui vient compléter la dualité Bernanos-Simone Veil avec alors le militant kabyle Mohamed Saïl, les deux Charles Ridel et Charles Carpentier. Voilà, comment tu allais chercher toutes ces sources-là, comment tu as croisé les faisceaux d'informations pour. Parce que moi, j'ai pas trouvé de traces, par exemple, de Ridel et Carpentier. Ah si, c'est largement documenté, Ouais. et je me suis, j'aurais pas pu trouver à ce point. Alors il y a plusieurs, le travail est fait sur la mémoire et syndicale et anarchiste et d'engagement, que ce soit par le Métron, qui est le dictionnaire aussi, où on peut trouver l'intégralité. Alors c'est presque l'amorce à chaque fois d'une recherche, parce que ils sont détaillés des parcours. Mais puis, il y a surtout un livre très important chez Libertalia, qui est Les Fils de la Nuit, où vous avez l'intégralité, c'est un livre majeur, enfin, qui détaille l'intégralité de chaque parcours par rapport à un autre livre qui est vraiment un récit de la guerre d'Espagne, mais où, disons, l'index, d'une certaine manière, l'explication de tout ce qui est dans le livre Les Fils de la Nuit est vraiment sur chaque personnage, avec quantité d'informations qui sont le fruit d'un travail de recherche énorme. Donc par exemple, et puis il y a Marianne Henkel aussi qui a travaillé sur Ridel et Carpentier. Ça, c'est plutôt il y a eu des rééditions des textes de Mohamed Seil récemment. Donc pardon, pour dire simplement que c'est loin d'être ma seule recherche. Simplement, j'ai pu m'appuyer sur quantité de livres qui ont, depuis longue date, documenté ce moment, parce qu'il a fasciné,
ce groupe international, l'un de ses premiers groupes dans la colonne, mais aussi parce que oui, c'est des destins à chaque fois étonnants et le Mohamed Seyl, c'est vraiment, alors c'est un anarchiste kabyle, mais c'est aussi, c'est une destinée assez incroyable de la lutte anticoloniale, de la préparation à la lutte anticoloniale, avant même, évidemment, les événements en Algérie, puisqu'il va mourir juste un an avant les événements. Et on voit en germe aussi quelqu'un qui essaye de montrer du côté de la lutte qu'il ne faut pas laisser de côté la lutte anticoloniale, parce que c'est presque l'impensé des années 30. C'est aussi que dans la libération sociale, dans le mouvement de libération, c'est presque comme si la lutte anticoloniale était mise de côté, au point où, et je le présume, et je l'écris pas, disons noir sur blanc, mais je le pense profondément, que si Simone Veil écrit des textes aussi importants sur la lutte anticoloniale après la guerre d'Espagne, c'est entre autres parce que elle a fait d'autres rencontres. Mais je pense que la rencontre avec Seyl est déterminante. Et les textes de Seyl sont très très forts. Alors c'est vraiment un destin très particulier. Et Charles Riddle et Charles Carpentier, alors qui ont pour Riddle plusieurs noms, parce que c'est quelqu'un dont il y a la boutade disait qu'il était à lui seul une fédération de pseudonymes, donc il avait quantité de noms, mais c'est vraiment à la fois les milieux anards bruxellois, mais c'est aussi le syndicalisme et l'engagement en 1936 au moment du Front populaire et des grèves d'occupation qui précèdent de vraiment quelques semaines la guerre d'Espagne, donc c'est mai-juin, et c'est les premières grèves d'occupation. Et cet instant aussi, comme je le disais tout à l'heure, de possibilités joyeuses, d'instants de grâce aussi, que ressentent certains au début de la guerre d'Espagne et que eux vont ressentir aussi dans ces grèves d'occupation. Et c'est ce que d'ailleurs écrira Simone Veil dans certains textes sur la condition ouvrière. Et elle les rencontre là. En fait, ce qu'elle retrouve dans la colonne, c'est d'eux qu'elle a rencontrés dans certaines grèves d'occupation et avec qui d'ailleurs elle a noué de vrais liens. Donc voilà, c'est des destins comme ça. Il y a aussi un Savoyard, il y a un ancien de Verdun qui est devenu clochard à Barcelone et qui s'engage dès les premiers jours de la guerre civile. C'est ces destins, essayer de retracer à chaque fois leur chemin. Il y a, à la fin de l'ouvrage, il y a aussi celui qui a tenté d'assassiner Clémenceau, qui était Émile Cotin. Voilà, c'est ces destins-là. Donc les traces, elles existent, elles sont documentées, mais comme pour les autres livres, chaque destin est une facette de l'engagement assez différent et une manière aussi de raconter des forces d'engagement et des positions par rapport au conflit différents. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Si, madame? Attendez, je vous porte le micro. J'ai porté deux papiers. J'enlève le masque. J'ai porté deux papiers. Un au sujet du poème de Prévert que vous citez. Ah oui. L'un au sujet de Prévert que vous citez, étranger. J'ai trouvé que ça avait été réédité et sous la houlette d'une Camille Veil. Vous avouerez quand même que comme coïncidence, c'est pour vous. Hein. Et après, j'aimerais que, pour terminer, vous nous lisiez le poème. Ah bah oui. Alors c'est un autre poème celui-là. Merci madame. Ça me permet de dire quelque chose sur Mohamed Seyl parce que c'est un peu la légende autour de Mohamed Seyl, c'est qu'on raconte que l'un des poèmes qu'on connaît de Prévert, qui est étranger, en fait serait directement inspiré de l'amitié qu'avait Prévert pour Mohamed Seyl. Oui. Mais c'est assez compliqué à prouver. Je sais, il y a un doute sur le fait que c'est une sorte de légende urbaine, mais en même temps ça revient assez souvent, mais les biographes ne sont pas d'accord là-dessus. Enfin pas d'accord, ils ne se contredisent pas, mais certains disent que c'est absolument impossible. Mais pour autant ça revient assez souvent et aussi parce qu'il est question de Kabyle et qu'il serait même dédié à Mohamed Seyl, ce poème. Et l'autre poème que vous m'avez amené, c'est un poème qui est très important parce que c'est celui de George Herbert, qui est un poète anglais qui est
un poème qui a été une des révélations pour Simone Weil, qu'elle connaissait en anglais et qu'elle gardait là aussi sur elle, et qui est un poème qui, on dit que, parce que là on n'en a pas parlé évidemment, et presque heureusement, parce qu'en un sens, Simone Weil, son image est recouverte d'une certaine manière, alors de plusieurs choses. On a pu parler de l'engagement de Simone Weil, le fait qu'elle est aussi engagée là, on l'a vu dans la guerre d'Espagne, mais aussi dans les usines. C'est toute la condition ouvrière et le fait que, comme on le disait, elle ne peut, dans son esprit, écrire si elle n'a pas expérimenté, vécu jusque dans la souffrance, et que donc elle est l'une des premières à être, disons, à devenir ouvrière parmi les ouvrières, et au point de, là aussi, jusqu'à chaque fois, au risque de sa vie, enfin réellement, Oui. pendant la guerre d'Espagne, mais aussi dans les usines. Et elle a, disons, une autre image, mais qui n'est pas détachée, mais qui souvent... c'est comme si on ramenait Simone Weil dans un camp ou dans un autre, ou comme si on devait la dissocier et pas la prendre dans sa complexité en totalité, qui est évidemment le trajet de conversion, mais qui est un trajet qui est complexe parce que elle va peu à peu de juive, elle va peu à peu vers la religion chrétienne. Elle y va pas à pas, par une série de révélations qui arrivent après la guerre d'Espagne en partie. Il y en a une première, en fait il y a quelques indices qu'elle-même nomme, hein, qu'elle date. Et il y en a un premier qui se passe en Espagne, enfin qui se passe plutôt au Portugal, qui est un an avant, où elle fait un voyage avec ses parents. Et lors d'une procession de femmes de pêcheurs au Portugal, elle a une première révélation, une sorte de sentiment, de quelque chose qui pour elle est un premier appel. Et puis après la guerre d'Espagne, elle va en Italie, elle a un deuxième comme ça appel. Et le poème Love, que vous avez amené, est pour elle peut-être le troisième ou quatrième appel, au point où elle va peu à peu échanger et aller vers ce chemin de conversion. Alors il y a les fameux échanges avec le père Perrin, et elle n'ira jamais totalement aussi pour une raison, moi je l'interprète comme ça, mais l'autre disons, aiguillon important pour Simone Weil dans sa conduite, et de considérer d'être toujours du côté des vaincus, des humbles, et que le fait même que les lois raciales et le fait même que de sa religion soit la religion qui va être la religion détruite, la religion ciblée, la pousse peu à peu à finalement ne pas s'engager totalement du côté, ne pas totalement aller vers la religion chrétienne, au point de, voilà, les lettres avec le père Perrin sont aussi presque des discussions de casuistique, de discussions sur le sens de la religion, sur est-ce qu'elle va y aller ou de certaine manière ou pas, mais c'est des textes très profonds sur la religion. Et pour terminer, elle meurt, Simone Weil, on le sait, d'épuisement, elle s'engage à nouveau dans un combat qui est celui de la résistance. Elle va réussir à passer à Londres, aller à Londres en passant par New York, et elle n'a qu'une idée en tête, c'est d'être parachutée en France. Et on va lui refuser comme en Espagne, on lui refuse certaines actions, on la considère comme trop fragile, on considère qu'elle peut, par sa maladresse, être amenée à aussi être capturée, mais en faire capturer d'autres. Donc souvent on la protège d'elle-même. Et c'est ce qui se passe en Angleterre, mais elle va finir par peu à peu mourir aussi de cette inaction et du fait qu'on lui refuse son engagement, puisqu'elle va se décider à manger, comme elle le dit, à ne pas s'alimenter davantage que ceux qui sont rationnés en France, et donc peu à peu se sous-alimenter au point où, lorsque la tuberculose est là, eh bien, elle meurt d'épuisement. Et sur sa tombe, on a mis un poème qui est ce poème Amour de Georges Herbert, et qui est peut-être là où elle devient d'une certaine manière catholique, c'est que lorsqu'elle meurt à Ashford dans le sanatorium, on décide, mais par un pur hasard, enfin pas totalement, mais de placer sa tombe dans le carré catholique. Donc si vous allez à Ashford et si vous trouvez cette tombe, alors au début c'était une tombe, puisque ses parents étaient réfugiés aux États-Unis, son frère aussi, et pendant la guerre et après-guerre, la tombe est restée humble et pratiquement comme une tombe anonyme, presque disparaissant au fur et à mesure du temps, jusqu'à que des Anglais qui connaissaient l'œuvre de Simone Weil demandent à ses parents, ils se sont cotisés pour lui installer une stèle différente où on est
une certaine manière la biographie de Simone Veil et ce poème qu'elle aimait tant et qui était très important pour elle, et qui donc dans sa traduction dit « Amour m'a dit d'entrer, mon âme a reculé, pleine de poussière et de péché, mais amour aux yeux vifs, en me voyant faiblir de plus en plus, le seuil passé, se rapprocha de moi et doucement s'enquit, si quelque chose me manquait. Un autre, répondis-je, digne d'être ici. Or, dit amour, ce sera toi. Moi, le sans-cœur, le très ingrat, ô mon aimé, je ne puis pas te regarder. Amour, en souriant, prit ma main et me dit, qui donc fit les yeux sinon moi? Oui, mais j'ai souillé les miens, Seigneur, que ma honte s'en aille où elle a mérité. Ne sais-tu pas, dit amour, qui a porté la faute? Lors, mon aimé, je veux servir. Assieds-toi, dit amour, goûte ma nourriture, ainsi j'ai pris place et mangé. Merci. D'autres questions? Moi, il y a un petit passage que je voulais lire sur la manière dont est fait Colonne, mais dont aussi sont faits les autres livres, la manière Bosc de procéder. J'ai trouvé que, voilà, à force d'observer deux lignes parallèles, on aperçoit un seul trait continu. Ce sont des faisceaux d'histoire qui se percutent, éclatent en trajectoire contraire, puis paraissent se rejoindre jusqu'à se confondre. Des instants séparés et pourtant réunis, des histoires se tissent, s'en mêlent et forment une seule étoffe. On dirait qu'elle est indémaillable. Des destins se croisent sans s'apercevoir. Des tragédies s'écrivent sans dialogue, mais on peut tendre l'oreille, se pencher pour écouter les récits enchevêtrés. Les recomposer, tenter d'en cerner la vérité de l'instant, tout ce que la mémoire effrite et transforme avec les années. Cela n'a de sens que pour nous, reliés ainsi entre des pages, des dates et des mots qui s'effacent, des courriers et des tombes qu'on oublie. Adrien, merci beaucoup. Merci. Et si vous voulez une dédicace, vous pouvez l'avoir de suite. Merci beaucoup. Le livre d'Adrien Bosc, Colonne, est publié aux éditions Stock. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 24 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du festival Le Marathon des mots et réalisée et mise en onde par Radio Radio.